Le 20 décembre 2021, Elon Musk tweet qu'il sera le premier Américain de l'histoire à payer 11 milliards de dollars d'impôts. Cette histoire peut sembler très étrange, car d'un côté, Elon Musk est richissime puisque sa fortune est évaluée par Forbes à 236 milliards de dollars, ce qui le place comme deuxième homme le plus riche du monde, et de l'autre, il vit la plupart du temps dans une tiny house à 50 000 dollars de 35 mètres carrés qui ne ferait même pas rêver bon nombre d'étudiants. Alors évidemment, je dis cela avec un brin de provocation puisqu'il a largement de quoi se payer bien plus qu'une tiny house, évidemment. Et puis, quand on parle d'Elon Musk, on parle forcément de provocation. D'ailleurs, le 6 novembre, il avait même lancé un sondage sur Twitter pour demander s'il devait vendre 10% de ses actions et payer des impôts par la même occasion. Si ça, c'est pas de la provoque. Pour autant, cela peut nous amener à nous demander de quoi Elon Musk est riche. Sa fortune est essentiellement composée des parts de ses deux entreprises principales, SpaceX et Tesla. Qu'est-ce que ça signifie de posséder 286 milliards de dollars d'actions d'entreprises dont on est l'incarnation? Enfin, est-ce que payer 11 milliards de dollars d'impôts va le forcer à vendre ses entreprises? Est-ce que le fisc américain va participer à l'affaiblissement de SpaceX ou Tesla, deux fleurons des USA? Vous vous doutez bien que non, évidemment. Mais comment ça marche? Par la même occasion, vous allez vous rendre compte que tout compte fait, il ne paie pas tant d'impôts que cela, mais que les mécanismes à l'œuvre permettent à un système financier de copinage malsain d'aller toujours un peu plus loin dans les dérives et dans le délire. Allez, c'est parti. Tout d'abord, il faut se rendre compte de ce que représente 11 milliards de dollars de taxes pour un seul homme. Compte tenu du fait qu'Elon Musk a terminé ses études il y a environ 30 ans, lorsqu'il paie en 2021 11 milliards de taxes, c'est comme s'il avait donné 1 million de dollars par jour depuis qu'il a quitté le système scolaire. Pas mal tout de même. Par ailleurs, Tesla et SpaceX ont généré bien plus de revenus pour les USA en taxes diverses, cotisations sociales et autres contributions. Enfin, Tesla et SpaceX sont deux fleurons des États-Unis. Tesla a une avance indiscutable sur de nombreuses technologies liées à l'automobile, mais pas que, aussi dans les nouvelles technologies que les Tesla embarquent, qui n'est éventuellement disputé que par Google. Quant à SpaceX, l'impact est probablement encore plus grand, puisque les USA ont récupéré leur souveraineté sur l'accès à l'espace. Et oui, depuis l'abandon des programmes Space Shuttle en 2011, notamment suite aux catastrophes de Challenger et de Columbia, et à des coûts astronomiques, c'est le cas de le dire, les USA n'avaient plus de technologie pour accéder à l'espace. Les astronautes US devaient donc utiliser des navettes russes. Ambiance. Donc, si l'impôt a pour objectif de financer les services publics et de participer au bien commun, il faut reconnaître aux entreprises d'Elon Musk que même si elles n'avaient jamais payé $1 d'impôt sous toutes ses formes, elles auraient déjà largement contribué à la richesse des USA simplement par leur destination. On ne parle pas d'une pizzeria ou de vendre des tickets de loto. Ceci étant posé, la fortune de Musk est fragile, car ses entreprises reposent beaucoup sur sa personne. Dans cette vidéo, où je vous explique tout cela en détail, je vous annonçais que le jour où Elon Musk vendrait ses actions Tesla, nous le saurions simplement en voyant le cours de l'action baisser. Le jour où Elon Musk a publié un sondage sur Twitter pour savoir s'il devait vendre 10% de ses actions, le cours a chuté de près de 20% comme un seul homme. En gros, annoncer qu'il allait vendre pour 24 milliards de dollars d'actions a fait chuter le cours de Tesla de 200 milliards. Et encore, les vrais connaisseurs savent très bien qu'il ne fait qu'exercer des stock options. En gros, il touche un revenu lié à sa performance en tant que PDG. Il n'est pas du tout en train de vendre les vraies actions de Tesla qui comptent le plus, à savoir celles qui lui confèrent le contrôle de l'entreprise. Je vous laisse imaginer ce qui serait arrivé s'il avait annoncé qu'il prenait sa retraite. Mais alors, justement, comment sont payés les grands patrons? C'est quoi cette histoire de PDG et comment ça se fait qu'il n'a pas payé d'impôts ou très peu dans les dernières années? Il n'y aurait pas une magouille derrière tout cela? Eh bien, oui, il y a une magouille. Par définition, des stock options, c'est un droit d'acheter des actions plus tard à un cours fixé aujourd'hui. Jusque-là, tout va bien. Si vous êtes un bon dirigeant, on considère que cela se verra dans les prix de l'action, car le marché est l'ultime décideur de ce qui marche, de ce qui ne marche pas. Jusque-là, pourquoi pas?
on peut avoir un problème dans l'appréciation du court terme et du long terme sur l'évaluation de la performance par le marché, mais bon, admettons. Et puis il faut aussi partir du principe que les marchés ne sont pas manipulés par des quantités d'injections monétaires astronomiques elles aussi. Mais bon, admettons. Regardez, en 2018, Elon Musk a fait voter par les propriétaires de Tesla un plan de rémunération en stock option. Le plan prévoyait 12 paliers en fonction du cours de l'action. Pour la faire courte, en fonction du prix atteint par l'action Tesla d'ici à 2028, Elon Musk pouvait atteindre une rémunération maximale de 50 milliards de dollars. Il y a une partie liée au cours de l'action, qui devait lui rapporter dans les 50 milliards si la capitalisation de Tesla atteignait 600 milliards de dollars, ce qui fut fait fin 2020. Et une autre partie liée à des résultats opérationnels dont nous ne parlerons pas ici. Ayant atteint ses objectifs, Elon Musk a donc exercé pour 24 milliards de stock options cette année, ce qui le conduit naturellement à la tranche d'imposition maximale pour un total de 11 milliards de dollars. Et voilà. La question assez logique qui pourrait vous venir à l'esprit est la suivante. Mais qu'est-ce qu'il pourrait bien vouloir faire de tout cet argent ? Qu'est-ce que l'on peut bien s'acheter pour augmenter son plaisir ou sa qualité de vie pour 13 milliards de dollars ? La réponse est simple. Rien. À ce stade, ce n'est plus de l'argent que l'on vous donne, mais du pouvoir à l'état pur. Dans ce cas-là, soit l'argent reste votre serviteur, et vous vous lancez dans des projets qui ont un sens profond pour vous. Je pense que c'est le cas d'Elon Musk, dont l'ambition est de conquérir l'espace. Et ça, pour la peine, ça peut coûter des dizaines de milliards, voire bien plus. Ou alors, et c'est le cas d'un bon nombre de gens, l'argent devient votre maître, et vous vous disloquez dans cet espace financier bien trop grand pour l'esprit d'un être humain normalement constitué. C'est dans cette catégorie que l'on retrouve tous les faits divers de stars dépressives et rongées par la drogue, voire le crime, voire la pédocriminalité. Le grand risque dans ce cas, c'est de ne plus arriver à sentir les limites de la réalité et ce qui est moral. C'est pour cela que je parle de dislocation. Comme vous n'êtes plus contenu dans un espace financier dont vous pouvez discerner clairement les limites, vous essayez d'occuper tout l'espace en dépensant toujours plus et au final vous finissez littéralement détruit. C'est le pouvoir corrupteur de l'argent qui finit par vous faire croire que tout ce qui relève du spirituel et de la morale pourrait être acheté. Le problème, c'est que ce n'est pas vrai. Pour avoir l'amour de ses enfants, l'argent n'y fera pas grand-chose, pas plus que pour l'amour de votre femme, etc. Quant à l'estime de soi, je n'en parle même pas, tant il est difficile pour un grand nombre des gens de s'aimer profondément soi-même. Ceci étant posé, puisque l'argent a un pouvoir corrupteur très fort, la seule force qui peut retenir un système capitaliste de virer au cauchemar dystopique, c'est la responsabilité. Dit autrement, si les gens riches, quelle que soit la nature de leur richesse, sentent qu'ils sont couverts par le système et se rendent compte que leurs actes n'ont plus de conséquences, alors je suis certain que cela finira en catastrophe. Comme le dit Charles Gave, le capitalisme sans la faillite, c'est comme le christianisme sans l'enfer. Ça marche tout de suite beaucoup moins bien. De quoi est-ce que je parle précisément ? En 2008, nous avons solidement ancré dans la tête de tous les gens immensément riches que s'ils venaient à faire trop de conneries, ils seraient couverts. En gros, cela revient à dire à une personne qui a déjà un furieux problème avec les limites du monde réel que là, elle peut vraiment sauter par la fenêtre, il y aura toujours quelqu'un pour la rattraper avant qu'elle ne s'écrase à l'impact. On peut voir ça sous un angle psychiatrique. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de conforter un malade dans sa pathologie en lui assurant que le gentil docteur sera toujours là pour rattraper le coup ? Comment cela se traduit-il sur les marchés ? Ce que l'on appelle les LBO, pour rachat par la dette, est un bon exemple. Prenons le cas de Patrick Drahi pour ne nommer personne. Un rachat par la dette consiste à acheter une entreprise en utilisant sa capacité d'endettement. Dit plus simplement, si je veux acheter la boulangerie de mon voisin, je vais voir la banque et je lui dis « Monsieur le banquier, je veux racheter la boulangerie du dessous, mais je n'ai pas un sou. C'est dommage. Par contre, cette boulangerie n'a pas de dette. Du coup, si j'endette la boulangerie, j'aurai l'argent pour la racheter. C'est une bonne idée, non ? En pratique, votre banquier vous dira non. Mais si vous êtes assez gros, il vous dira oui. En private equity, lorsque vous négociez des parts de société, cela peut être une bonne technique dans certains cas, et notamment quand le rachat permet de faire des choses réellement nouvelles
ou pour sortir un actionnaire nocif du capital d'une société alors que les autres n'ont pas assez de cash. Bref, le problème se pose dans les cas comme ceux de M. Drahi, où le LBO est accepté non pas parce que cela a du sens, mais parce que c'est le copain d'un futur président de la République dont vous financez la campagne. Et puis, ça tombe bien car votre copain candidat à la présidence de la France est banquier d'affaires. Bigre, ce serait dommage de pas le faire quand même. Enfin bon. Tout cela finit bien puisque Patrick Drahi a expliqué dans une audition au Sénat en France qu'il dort beaucoup mieux maintenant qu'il a 50 milliards de dettes par rapport à la période où il n'avait que 50 000 € de dettes. Et oui, il est devenu too big to fail et il a surtout les bons amis pour le protéger de toute responsabilité personnelle. Ceci est une démonstration de la corruption du système capitaliste et cela finira mal. Très très mal. Enfin bref. Si le système financier est corrompu jusqu'à l'os par le gouvernement des copains et des coquins, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Comme je l'ai lu il y a peu de temps, je ne sais plus où, le capitalisme c'est quelque chose qui marche tellement bien que l'on s'en rend compte seulement lorsqu'il a disparu. Lorsque j'entends parler de néolibéralisme, je me dis toujours la même chose. Pourquoi mettre sur le dos d'un système qui marche bien les errements de la corruption de nos dirigeants ? Cela n'a rien à voir. Je vous donne un dernier exemple avant de se quitter. Le cas de la finance décentralisée sur la blockchain. Comme tous les grands PDG de ce monde, si vous avez des actifs comme le Bitcoin ou de l'immobilier tokenisé, comme cela peut être le cas de chez Realty, alors vous pouvez mettre ces actifs en collatéral pour emprunter des euros ou des dollars. Vous pouvez même racheter du Bitcoin ou des biens immobiliers avec l'argent emprunté pour recommencer la boucle et faire du levier, comme Monsieur Drahi. Enfin, pas tout à fait comme Monsieur Drahi, car il sera de votre responsabilité de ne pas sauter si les cours chutent et que l'effet de levier se transforme en violent retour de manivelle. C'est ça la grande différence entre le bon spéculateur qui est responsable de ses pertes et le spéculateur toxique qui fait porter ses pertes sur les autres. Lorsque des spéculateurs à fort levier sautent quand Bitcoin perd 20%, comme cela a été le cas récemment, le 6 décembre 2021 pour être précis, personne ne vient pleurer sur leur sort. Et c'est bien normal. Alors ne diabolisez pas les outils et soyez bien conscient que l'ennemi, c'est la corruption et son lieutenant, l'attrait de la facilité. Soyez combatifs, rigoureux et responsables et vous aurez un sérieux coup d'avance à l'avenir. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos.